Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Wendy Coeli, ancienne athlète de haut niveau en grappling. Actuellement formateur auprès de nombreuses forces de l'ordre avec sa méthode Goa, on est revenu sur sa découverte du grappling il y a près de 20 ans, ainsi que sur ses entraînements pour atteindre le haut niveau. Bonne écoute. Salut Wendy, t'as la forme ou quoi? Ben, ça va et toi, Rudy? Écoute, ça va bien. C'est un plaisir de faire ce podcast. Pour l'information, donc moi je connaissais Seb, que tu as peut-être entendu sur le podcast, Ouais, tout à fait. depuis longtemps, et je t'ai vu régulièrement en photo sur son compte Instagram, et j'avais jamais trop regardé. J'avais vu que tu étais un combattant, on va dire comme ça pour commencer, et que tu avais travaillé avec lui. Et donc là, comme par hasard, entre guillemets, tu as écouté le podcast, tu as partagé, je me suis dit, tiens, on va parler de grappling, parce que quel âge t'as déjà, Wendy? T'as à peu près mon âge? Alors moi, je vais avoir 38 ans là, Ah cette ouais, donc année. Enfin, on a à peu près pareil. Ouais, donc on est à peu près pareil. Et donc toi, tu es spécialisé, entre guillemets, dans ta pratique sportive individuelle en grappling. On va y revenir aussi un petit peu. Exactement. Mais de ce que je me souviens, pour ceux qui sont de ma génération, les sports de combat, le grappling, ça m'a pas l'air d'être un truc qui était très très populaire quand on était gamin. Alors, Alors, pas- ma question de base, c'est comment tu as découvert ça et comment t'en es arrivé jusqu'au grappling? alors, écoute, moi à la base, un peu comme tous les adolescents, j'ai voulu me mettre à la musculation. Et puis j'étais un peu fan d'arts martiaux, de sports de combat, etc. Et je faisais énormément, alors rien à voir. J'ai fait de l'escalade pendant de nombreuses années. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. De nombreuses heures par semaine. Je séchais même les cours pour aller grimper. Et, euh, et je faisais à côté de ça, moi j'étais un peu perdu. Et à côté de ça, je voulais être cascadeur. Voilà. C'était vraiment, c'est ce vers quoi je me destinais. Et puis un soir, j'étais à un anniversaire d'un ami de celle qui est devenue ma femme maintenant aujourd'hui. Et je parle avec un copain à elle qui me parle de MMA. Et puis en fait, c'était la grande époque de l'UFC, les cassettes qui tournaient. Bon, c'était plus allez, dans les années 2000, début des années 2000. J'avais regardé toutes les cassettes UFC qui tournaient là, UFC 1, 2, enfin 2 et 3 plutôt. Voilà, puis je m'intéressais à ça et lui me dit ouais, bah demain je vais faire du MMA. Et du coup, voilà, on parlait de cascade et tout et il me dit demain je vais faire du MMA, est-ce que ça t'intéresse? Je suis parti un dimanche matin dans un club où je pensais faire du MMA et en fait j'ai fait du grappling. On m'a expliqué que c'était la phase sans frappe du MMA et en fait j'ai adoré. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc, je voulais passer mon brevet d'état d'escalade. Voilà, et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je me suis consacré à fond au grappling. J'y allais très régulièrement. Je me suis mis très vite à la compétition et ça m'a vraiment passionné. Et depuis, je ne me suis plus jamais arrêté. C'est Voilà, en gros, pour les débuts. c'est assez drôle parce que normalement, le gabarit de l'escalade, je t'ai vu plusieurs fois en vidéo, notamment avec Grey MMA, à qui on passe le Ouais. bonjour. Si nous écoute, sait-on jamais. Et Oui, on bien voit sûr. que tu as des très très longs bras. Donc, tu vois, pour l'escalade, je comprends le truc. Donc, j'imagine que quand tu faisais de l'escalade, tu étais longiligne, très fin, tout ça. Alors que Ouais, tout à là, car aujourd'hui, pour ceux qui vont taper ton nom sur Internet, tu es plutôt une mule. On va dire ça comme ça. Donc, fait. Faudra une ligne. ouais, bon. C'est une mule qu'on n'a pas envie de se battre avec toi. Mais et donc j'imagine que quand tu as commencé le grappling, t'étais pas particulièrement doué. Euh, si, franchement, alors, j'avais pas de grosses facultés parce que c'est quand même très technique, hein. Le côté physique est venu vraiment après. En fait, c'est une fois que tu acquiers une certaine maîtrise technique, bah tout ça, tu viens rajouter, faire des réglages en fait, hein, rajouter le côté physique, le côté mental, la nutrition et tout. Donc ça, c'est vraiment des réglages à faire après. Mais au départ, en fait, ce que j'ai trouvé chouette dans ce sport, c'est que peu importe le physique, justement, tu peux trouver un style qui est adapté à toi.
qui peut desservir à tes adversaires en plus. Donc il y a même beaucoup de personnes avec un handicap qui combattent en grappling et du coup qui performent parce que eux ont l'habitude de tourner avec des gens valides, enfin 100% valides, et puis c'est pas forcément le cas dans le sens inverse. Donc non, c'est vraiment un sport qui est ouvert à tous. Il y a même j'ai rencontré un maître Letao, un Brésilien, donc un très ancien de la lutte à livrer, qui a 72 ans et qui performe. Ah ouais, il n'a pas des performances incroyables non plus, mais qui avait encore un très bon niveau à 72 ans. Donc peu importe le niveau physique, peu importe l'âge, on trouve toujours un style qui s'adapte à nous et qui peut nous servir dans le grappling. C'est aussi ça qui m'a plu là-dedans. Et voilà, après oui, j'avais pas du tout le même physique quand je grimpais. Après, voilà, j'étais en pleine croissance aussi. J'étais sur voilà, 17, entre 17 et 20 ans, peut-être, voilà, où je grimpais le plus. Mais voilà, mon corps a foncièrement changé du jour où j'ai commencé le grappling et j'ai arrêté l'escalade. Par contre, c'est plus mon corps qui s'est adapté. Est-ce que tu sais m'expliquer ce que c'est exactement le grappling? Parce que de ce que je comprends, hein, donc en tant que néophyte, je vois le JJB, Ouais. je vois le Nogi, donc voilà. Après, là, tu parlais, j'ai écouté pas mal d'interviews de toi aussi, donc en gros de lutte, donc lutte à libré, donc de lutte. C'est quoi le grappling exactement? Alors le grappling, c'est un terme générique à l'origine, au même titre que si vous parlez de striking. Ah, donc c'est toutes les boxes pieds-points, toutes les percussions. Donc en grappling, c'est vraiment à l'origine un terme générique qui englobe tous les sports de préhension. Euh, donc parmi ces sports de préhension, tu as de la lutte, du judo, de la lutte à livrer, du JJB. Voilà, donc c'est même devenu par la force des choses un mode de compétition. Donc ça a été repris par si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, mais un émir qatari qui s'est pris de passion pour tous ces sports-là et qui avait voulu monter un peu sa compétition, qui est devenu maintenant la DCC, hein, le plus gros Ah, ok, tournoi oui, je au vois ce que monde c'est. de grappling. Ouais. Et à l'origine, il faisait, voilà, il invitait des gens de plein de sports de préhension différents. Voilà, c'était plus un mode de compétition euh, qu'un style à part entière. Et donc, voilà, ça reste un terme très générique. Et dans le grappling, tu as des gens qui viennent d'horizons très différents. Donc, tu as beaucoup de jujitsuka qui font du nogi, donc sans kimono. Et moi, à la base, je viens du style de la lutte à livrer. Voilà, donc, c'est de la lutte brésilienne qui était très opposée au début de l'ère du jiu-jitsu brésilien, qui était opposé au jiu-jitsu brésilien au Brésil. Et du coup, voilà, bon, ils se vouaient une petite guerre. Et c'était plus voilà, qui était une guerre brésilienne et du coup qui a un petit peu perduré. Mais donc, c'est vraiment c'est un style, donc le grappling à proprement dit, c'est un style de lutte maintenant qui vise à amener quelqu'un, contrôler quelqu'un déjà debout, l'amener au sol, donc avec des grosses phases de lutte, l'amener au sol, une fois qu'il est au sol, le maîtriser, l'empêcher au maximum de se mouvoir et lui appliquer des techniques, donc étranglement, compression musculaire, pli articulaire, pour le contraindre à l'abandon. Voilà, donc ça, c'est le but ultime, c'est de faire abandonner son adversaire. Et puis sinon, il y a, comme dans plein de systèmes de compétition, un système de points qui récompense les participants. Et si jamais il n'y a pas eu de soumission au bout du temps imparti, eh ben, on désigne le vainqueur par supériorité technique. Voilà. Ok, ouais, parce que pour moi, la lutte, encore une fois en tant que néophyte, et je pense que pas mal de gens qui vont écouter le podcast s'y connaissent autant que moi, c'est-à-dire trois fois rien. Pour moi, la lutte, voilà, c'était les amener au sol, contrôler debout, amener au sol, et au sol faire les clés, tout ça, c'était plus jiu-jitsu brésilien. Mais finalement, en fait, toi, dans ce que tu as appris, là où tu as libré, il y avait déjà toutes ces clés-là. En fait, c'est la même chose que le jiu-jitsu brésilien. En gros, sauf que c'est une façon différente de penser. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est une philosophie un petit peu différente. La tenue vestimentaire de base, donc, à la base, c'est vraiment un art martial. Donc, du coup, il y a c'est pas péjoratif, mais il y a tout le folklore qui va avec. Donc, la tenue, un peu l'état d'esprit, voilà. Mais le grappling, c'est vraiment devenu, c'est très sportif, en fait, plus qu'art martial. Et oui, donc tout ça, c'est la même chose à deux, trois détails près, deux, trois subtilités de règlement près et la tenue vestimentaire. Voilà, tous ces sports se ressemblent énormément. Après, le grappling par rapport à la lutte, les lutteurs sont très, très spécialisés dans les amenés au sol. En grappling, on travaille bien les amenés au sol, ça dépend des athlètes. Mais en général, on a un niveau de lutte assez correct, mais qui est quand même bien en dessous des lutteurs qui ne font que ça. Et puis en fait, il y a une continuité, une certaine continuité. C'est aussi ça qui m'a plu, c'est qu'il y a une certaine continuité en lutte. L'objectif, c'est de mettre l'adversaire dos au sol.
et après ça s'arrête en fait. Et en grappling, il y a une continuité qui va jusqu'à ce que l'autre s'avoue vaincu, et c'est aussi ça qui m'a plu dans ce sport-là. De ce que je comprends aussi, il y a plusieurs courants de pensée. Je connais un peu le jiu-jitsu brésilien, j'ai fait quelques mois, mais bon, voilà, on va dire que j'ai effleuré le truc. Et je vois qu'il y a plusieurs maîtres, écoles, on va dire ça comme ça. En lutte libre, j'imagine que c'est pareil. Comment t'as fait pour choisir, ou comment t'es arrivé dans une école et que t'y es resté, tu vois, comment t'as choisi ton maître, entre guillemets? Alors, c'est vrai que au jiu-jitsu brésilien, il y a vraiment beaucoup d'écoles différentes. C'est vrai qu'il y a des spécialités d'une école à l'autre. En lutte livrée, il n'y a pas énormément de courants différents. Il y a peut-être 2 lignées différentes qui viennent du Brésil. Moi, en fait, j'ai commencé le grappling dans un tout petit club. Voilà, j'ai fait mes armes là-bas. Je suis resté 2 ans. Et puis, par la force des choses, j'ai voulu vraiment progresser. Et j'ai cherché autour de moi les clubs, donc, dans un premier temps, dans mon périmètre d'habitation. J'en ai trouvé un, ça m'a pas forcément plu, j'ai fait un essai. Et en fait, j'avais ma deuxième compétition de grappling. Donc, ce qui était bien en grappling à l'époque où j'ai commencé, c'est qu'il y avait pas de niveau. Enfin, en compétition, les catégories étaient séparées par poids, mais il n'y avait pas de catégorie de niveau. Donc moi, je pouvais très bien combattre contre un mec qui pratiquait depuis 15 ou 20 ans déjà. Donc ça, c'était assez chouette aussi de pouvoir se mesurer à n'importe qui. D'ailleurs, une de mes premières compétitions, j'avais dans ma catégorie, il y avait Grégory Bouchlagem, dit Greg MMA, qui était dans la même catégorie de moi, alors que j'avais Tu l'avais 6 mois de battu à grappling. l'époque, alors j'espère. Ah non, 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 pas du tout. Non, non Ouais. plus. Merde. Ah non, à cette époque-là, non. Non. Et bref, du coup, voilà, je cherchais un club. Et durant une de ces fameuses premières compétitions, je me suis fait complètement dominer par un mec qui s'appelle Kader, qui est, euh, qui est devenu après un partenaire d'entraînement. Il m'a mis 16 points, 16-0. Il m'a dominé complètement techniquement. Et en fait, il y avait tout son coin qui hurlait. Il y avait énormément de monde. Il y avait, pour pas les nommer, Mathieu Husson, Nicolas Régnier, Fabien Brochetel. Bon, je pense qu'il y avoir énormément d'autres mondes dans le coin, mais je me rappelle plus exactement. Et je me suis senti un peu, je sentais une énergie folle en fait de ce coin-là. Et puis moi, voilà, je me suis fait souiller. Je me suis pris 16 points. Voilà, je suis rentré avec ma défaite et je me suis dit bon bah, pour moi, c'est le meilleur club de France. Et du coup, je vais aller voir ce que ça donne là-bas. Et du coup, je les ai contactés. Donc ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait comme ça déjà. Les Sankuno. Après, c'est devenu NCU à Nanterre. Et du coup, il y avait Flavio Santiago qui a importé la lutte libre en France. C'est un Brésilien. Et voilà. Et puis j'ai intégré cette équipe-là. J'ai eu la chance. Moi, on m'a testé beaucoup au début. Hein. Surtout Flavio, il accepte pas les gens comme ça. Et voilà, il a fini par m'accepter un peu dans son petit cercle. J'ai eu cette chance-là. Et du coup, il m'a testé un peu. Voilà, il a vu que j'en voulais, que j'avais envie de progresser. Et voilà, puis je me suis mis à fond là-dedans, j'ai fait énormément de compétitions et voilà. Voilà, j'ai pas vraiment choisi mon style, j'ai plus choisi mon école par rapport à celle que je pensais être la meilleure et je suis bien tombé parce que bah du coup, je suis toujours sous la coupe de Flavio qui maintenant est parti à Monaco, mais je suis toujours sous sa coupe officiellement depuis toutes ces années. Ah ouais, je vois l'importance de l'environnement, quoi. Là, tu as bien démontré. Et j'avais une question par rapport à ce que tu as dit, parce que tu parlais des différents niveaux en grappling dans les compétitions. Comme le grappling, ça regroupe plusieurs disciplines. Est-ce que tu passes quand même des ceintures ou des niveaux et comment ça s'organise? Alors, je vais essayer de faire le plus simple possible. Il y a deux grosses structures fédérales, on va dire, qui ont toutes le grappling sous leur coupe. Il y a d'une part la fédération de lutte, là où je combats le plus. Voilà, d'ailleurs, je combats quasiment que dans cette fédération-là, là où j'ai été en équipe de France. Donc c'est la fédération de lutte qui a sous sa coupe certaines disciplines associées, dont le grappling. Voilà. Et là, il y a des grades qu'on peut passer via la FFL, même des diplômes d'entraîneur, BF1, BF2, et je crois que ça va même au-delà. Hein. Euh, et après, il y a une structure fédérale qui s'appelle la CFJJB, qui est affiliée à l'IBJJF à l'international. Donc, c'est une structure de jiu-jitsu brésilien et qui font aussi du jiu-jitsu brésilien sans kimono, dont tu m'as parlé tout à l'heure, le jiu-jitsu brésilien Nogi, et du coup, qui s'apparente en tout point à du grappling.
Et d'ailleurs, la FFL de l'autre côté fait aussi du grappling avec kimono. Donc voilà, comme quoi les deux sont intimement liés. C'est bon après, je suis pas je suis pas dans Ouais, les petits ouais. papiers, je sais pas Une petite guerre pourquoi. de pouvoir, quoi. On comprend Ouais, l'histoire. voilà. Donc après, ça reste le même sport. C'est juste bon l'enrobage qui diffère un peu, mais ça, voilà, ça reste le même sport. Ok, et donc les compétitions, tu disais au début s'organisaient Oui, pardon. juste aux catégories de poids, et donc là maintenant ça s'organise aussi avec ton niveau dans la fédération à laquelle tu es, c'est ça? Exactement. Donc soit ta ceinture quand tu es dans la fédération du jiu-jitsu brésilien, soit ton grade en grappling. En grappling, ils vont se séparer plutôt en débutant, intermédiaire, confirmé. Donc c'est en dessous de 2 ans de pratique débutant, de 2 à 5 ou 6, je me souviens plus exactement. 2 ans à 5 ans ou 6 ans de pratique, c'est intermédiaire, et au-delà de 5-6 ans, c'est confirmé. Et après, en jiu-jitsu brésilien, c'est par rapport à ton niveau de ceinture. Donc il y a bleu, violet, marron, noir. Tu combats dans ta catégorie de poids, ta catégorie de niveau. Et maintenant, ils ont même ouvert, vu que c'est en plein essor, hein. Bon, c'est aussi grâce au MMA, faut pas se leurrer. Donc tous ces sports-là de préhension sont aussi en plein essor. Et il y a du coup aussi des catégories d'âge maintenant. Donc adulte, et après ça va à Master 1, Master 2. Je ne sais plus jusqu'à combien ça va, mais il y a des catégories Master aussi. Euh, Moi, j'ai toujours voulu combattre en catégorie adulte parce que c'est là où j'ai envie de m'exprimer, c'est là où je le pense qu'il y a le plus de niveau, quoique Master 1, ça commence à devenir très relevé. Est-ce que Voilà, t'es pour déjà l'instant toujours master? souhaité. Ouais, je suis déjà Master Ah merde. 2 ou 3, je crois. Ouais, bah à partir Ah, de deux ou maintenant, c'est trois? Master. Ouais, je crois. Mais ouais, Ok. voilà, je veux combattre les meilleurs, donc du coup, je reste en adulte dès que je combats. Si je fais des compétitions, je les fais en adulte. Euh, J'aimerais parler un peu plus de ton entraînement maintenant, notamment quand tu t'entraînais à fond pour ton équipe de France, parce que là, Ouais, on en est à, tu découvres le grappling, tu fais des compétitions, tu te fais massacrer, tu rejoins un bon environnement et exactement. tu as été en équipe de France, tu as fait des médailles mondiales. Comment ça s'est organisé? Bah, d'une part, déjà l'évolution de ton entraînement, de combien de séances en combien de séances t'es passé, comment ça Ouais. s'organise une séance, tu vois? Est-ce que tu peux m'expliquer grossièrement un peu tout ça? Ouais. Alors, faut savoir que moi, alors déjà, j'habite dans le 77 et je m'entraînais dans le 92 à Nanterre. Déjà, j'avais T'étais dans le énormément de 77, tiens, on était peut-être voisins. à côté de Disney. Ah, bah moi aussi, on était des voisins. Voilà, bon, bah écoute, on aurait pu se rencontrer, ouais. Du coup, je faisais l'aller-retour déjà tous les jours, 5 fois par semaine. Et puis au début, bon, je tâtonnais. Voilà, en fait, bah, ça reste un sport, je sais pas comment dire, un peu underground, où du coup, tu fais tout toi-même, quoi. Il y a pas, moi, j'ai été que dernièrement, tu vois, c'est sur ma dernière sélection en équipe de France où j'ai eu l'honneur de mettre les pieds à l'INSEP pour des regroupements équipe de France, mais j'y avais jamais été avant, alors que, voilà, moi, j'ai jamais été sportif professionnel. Par contre, j'estime avoir été sportif de haut niveau. Et le problème, enfin moi, la grosse différence entre les deux que j'y vois, c'est que bah quand t'es amateur de haut niveau, bah c'est à toi de mettre les moyens dans tes entraînements. Donc du coup, au début, je faisais un peu à ma sauce, donc j'allais à mes entraînements. Donc un entraînement de grappling, t'as un échauffement, une partie de drill, bien souvent en fin d'échauffement, où tu fais de la répétition technique sur des choses que tu connais déjà, des fondamentaux, on va dire. Après, tu as une grosse partie technique. J'ai eu de la chance, moi, du coup, grâce à Flavio Peroba, de pouvoir vivre cette partie technique-là et d'avoir des petites subtilités en plus. En fait, il prenait un peu de temps avec quelques-uns de nous pour nous montrer des choses en plus. Donc ça, c'était chouette. On les répétait techniquement. Et puis à la fin, tu avais une phase de sparring en général qui durait peut-être 3 quarts d'heure. Donc là où tu fais des combats. Donc soit c'était des combats à thème, où tu partais sur les mêmes thèmes, enfin sur les thèmes qui t'amenaient aux techniques que tu venais de travailler. Soit tu faisais des combats libres, où du coup bah tu te mettais l'un face à l'autre. Donc en général, les salles sont assez petites, donc on commence pas forcément debout sur les. D'ailleurs, c'est un gros défaut hein, qu'ont pas mal d'écoles, c'est de ne pas commencer debout, donc t'as pas cette phase de lutte. Quand JB, bien souvent, on commence assis par terre. Voilà, bon, ça, je le déplore pour le coup parce que j'adore cette phase de lutte debout. Et voilà, et en fait, tu commences debout, t'amènes au sol ou alors tu commences directement au sol et puis c'est à celui qui soumettra l'autre sur le temps imparti.
Et puis si tu le soumets, bah tu continues jusqu'à ce que le chrono tourne. Et puis dès que ça sonne, et ben tu changes d'adversaire. Et puis ça pendant 45 minutes en général. 45 minutes de combat. Donc à chaque fois, t'es échauffement technique et ensuite t'arrives quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est Ah ça. Donc, ouais. bon, après t'as selon les façons de voir les choses, soit tu fais en sorte que ta séance soit facile, soit tu te la rends plus difficile toi-même, ou soit ton entraîneur te la rend plus difficile. Donc, selon les clubs, puis pareil, j'ai eu la chance d'aller tourner dans pas mal de clubs différents, parce que vu que j'habitais loin de mon lieu d'entraînement, bah, c'est vrai que pendant les vacances et l'été, j'avais la chance d'être invité un petit peu partout dans tous les clubs d'Île-de-France, en tout cas, et du coup, j'ai fait la connaissance de plein de monde, et puis du coup, j'ai pu me mesurer aussi à plein d'autres gens. Et c'est vrai que dans tous les clubs, tu as ce genre de personnes pendant les phases de sparring, qui peuvent se mettre un petit peu sur le côté, se cacher, prendre des combats faciles ou prendre que des débutants, voilà, ou sauter un combat, tu vois, dire ah non celui-là je suis fatigué, je le fais pas. Donc, nous ça arrivait pas trop chez Flavio, voilà tout le monde combattait sur tous les combats, puis on se coachait entre nous quand il y avait des gens qui étaient un petit peu sur le côté ou quand on était un nombre impair ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un pour te coacher, pour te crier dessus, donc tu pouvais pas trop t'arrêter en fait sur les 45 minutes. Et donc ça, ce genre de séance, c'était combien de fois par semaine? C'était 3 à 5 fois par semaine. Ok. Et à côté, tu faisais quoi alors? Tu faisais autre chose? Tu faisais de la Alors à prépa côté de ça, physique ou ouais, moi c'est ça. Alors au début, je faisais de la prépa physique tout seul, donc du coup voilà, quand j'ai écouté ton podcast avec Seb, je trouvais ça assez rigolo parce que à mes tout débuts en grappling, je regardais énormément Super Physique pour du coup essayer de me trouver des trucs adaptés à moi. Voilà, je faisais ma prépa comme ça, donc je me levais assez tôt le matin. Je faisais ma prépa le matin, j'allais bosser et puis j'allais au grappling le soir. Donc mes séances c'était le soir, mais c'est vrai que au début j'ai fait ma prépa un peu tout seul. J'ai fait énormément d'erreurs. Euh, Pareil pour la nutrition, j'ai essayé des trucs, mais en fait le problème c'est que ça n'a pas un effet immédiat. Donc tu vois sur les prépas, la musculation, la nutrition, ça n'a pas d'effet immédiat. Tu peux pas te dire dès le lendemain bon bah ça a marché ce que j'ai fait. Tu es obligé de faire un test sur 1 mois, 2 mois, puis tu te dis ah bon au final je suis complètement c'est pas du tout adapté à ce que je veux faire. Donc tu changes. Donc j'ai fait énormément d'erreurs pendant des années. Pareil pour les compétitions, c'est des compétitions à catégorie de poids. Donc, après, je fais pas du gros cutting comme en MMA, mais tu vois, je faisais beaucoup de régime au début. À l'approche des compétitions, je faisais des petits cuttings. Donc, nous, on avait la pesée le matin. On n'a pas la pesée la veille comme en MMA, on avait la pesée le matin. Donc, du coup, je faisais des cuttings le matin, même s'ils étaient petits, bah, c'était assez usant pour l'organisme aussi. Je me déshydratais beaucoup. Donc, ça, c'était des grosses erreurs aussi que je faisais au début. En fait, t'es vachement livré à toi-même dans ce genre de sport parce que aussi haut niveau que tu sois, bah, t'es tout seul. Donc faut arriver à bien t'entourer. Et petit à petit, j'ai réussi à bien m'entourer. Et bah, j'ai fait la rencontre de Seb, hein, du coup, qui m'a filé un énorme coup de main. Il m'a pris en charge. On est reparti à zéro sur la prépa. Il a pris plein de choses en charge. Il m'a remis en selle. Et voilà, du jour où je l'ai rencontré, alors je dirais pas que c'est 100% grâce à lui, mais je pense il y a une part de vérité là-dedans. Je suis rentré en équipe de France pour la première fois juste après l'avoir rencontré. Et voilà. Donc une fois que tu es bien entouré, que tu sais que tu as des gens qui t'aident en tout cas dans la prise en charge de plein de choses, des soins, de la prépa, de la nutrition, du mental, bah c'est là où tu performes un peu plus en fait. je peux te demander les erreurs que tu as fait en muscu et en diète, si tu en as quelques-unes qui te viennent en tête. Est-ce que par exemple tu t'entraînais comme un bodybuilder? L'erreur classique. Ouais, bien sûr. Bah oui, parce que et puis peut-être que je m'entraînais même pas comme un bodybuilder. Hein. En tout cas, c'est ce que je voulais faire parce que je me suis dit plus je serai fort, énorme, bah plus je ferai peur et mieux ça fonctionnera. Je me suis rendu compte même après que, tu vois, en tournant avec des mecs très 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 musclés en grappling, j'ai déjà combattu des mecs de 130 kilos, tu vois, même à une époque que tu vois quand je suis sorti de l'escalade là, cette période-là, quand j'ai commencé le grappling, je combattais en moins de 77 kilos. Donc j'ai pris énormément de poids. Alors je sais pas si c'est que la croissance, la prépa muscu ou tout le reste, hein, tu vois. Voilà, en tout cas, là, aujourd'hui, je suis à 100, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, je suis à 104 kilos. Bon, gras, un peu sale, hors de forme, mais voilà. Et j'ai un peu fait toutes les catégories de poids, en grappling. Et même quand je pesais 77 kilos, je combattais avec des mecs de 100 kilos, des fois, à l'entraînement.
très musculeux, bodybuildés, et bah c'était pas forcément eux qui avaient le dessus parce qu'il y a pas que ça qui compte. Donc je m'en suis rendu compte après. Oui, donc je m'entraînais un peu comme, enfin j'essayais de m'entraîner comme un bodybuilder parce que je voulais allier l'utile à l'agréable et essayer d'être aussi fort, beau, voilà. Niveau nutrition, je pense que c'était les pires erreurs en fait. Je prenais énormément de boosters. Pendant longtemps, j'ai pris beaucoup de boosters, qui est à mon sens une bêtise et pas utile, parce que j'en devenais vachement dépendant au final. Comme les glucides, je concevais pas un entraînement de grappling sans avoir consommé une ration de glucides avant. Donc, je bouffais beaucoup de glucides. Puis j'étais très maigre en fait avant de commencer le grappling. Donc je voulais aussi prendre du poids, enfin voilà. Donc c'est toutes ces erreurs là accumulées, j'ai tout fait en même temps. Voilà, donc je pense que voilà, ça s'en ressentait. Et je me rendais pas forcément compte que je faisais des erreurs. C'est plus, c'est aussi les autres qui me le faisaient ressentir de temps en temps, où je me sentais pas en forme. Voilà. Donc mais toi, t'as l'impression d'être dans le vrai en fait, hein, quand tu fais ce genre d'erreur. T'as l'impression que c'est bien. En fait, tu te dis que c'est le début. Peut-être que dans 2, 3 mois, ça va porter ses fruits. Et voilà. C'est aussi ça. Donc c'est pas flagrant, mais je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand tu es passé à un entraînement plus typé préparation physique, mon bodybuilding avec Seb, est-ce que, Ouais. tu vois, c'est une crainte, bah, ce matin, j'ai donné des cours en BPGEPS, et c'est une crainte de beaucoup de se dire, ah bah, je vais moins entraîner mes muscles, entre guillemets, pour prendre du muscle, et donc je vais plus m'entraîner pour performer en sport, prendre de la force, être plus explosif. Est-ce que tu as perdu du gabarit? Est-ce que tu as perdu du muscle en changeant carrément l'entraînement, avec un entraînement plus efficace en termes de préparation physique pour le grappling? Non, je dirais même que limite j'en ai gagné. J'ai pas perdu de muscle. En fait, un peu, tu vois, par exemple, je j'entraînais des choses visuelles en fait, tu vois, j'ai jamais été pro pectoraux, donc j'ai fait très peu de développé couché, mais tu vois, je faisais beaucoup de curls, beaucoup de trucs sur les biceps, tu vois, parce que je me suis dit bon, s'il faut que je tire quelqu'un, voilà, tu vois, c'était absolument pas optimisé. Par contre, quand j'ai commencé à travailler avec Seb, je suis pas très technicien hein, sur la prépa, mais si j'ai bien compris, on avait des mouvements, beaucoup de mouvements polyarticulaires. Bon, il expliquera tout ça mieux que moi, mais si j'ai bien compris tout ce qu'il m'a inculqué. Donc déjà, on est reparti de la base, tu vois. On a fait des gros travail du pied, par exemple, parce que j'étais beaucoup sur les tatamis, pas très stable. Euh, j'ai eu aussi une rupture des croisés quelques années avant, qui a été enfin, j'ai été très mal suivi dessus, c'est de ma faute, hein, mais voilà. Donc il a fait un gros travail là-dessus, gros travail sur les jambes. On a fait des mouvements spécifiques, on bossait beaucoup de Zercher. Euh, voilà, des mouvements polyarticulaires, il venait les compléter derrière avec quelques mouvements spécifiques grappling et puis avec quelques mouvements de bodybuilding aussi parce que c'est important. Je pense que pour la tête, c'est important. Tu vois, je voulais pas non plus des tout petits bras, surtout comme tu dis, j'ai des longs bras et c'est vrai que d'avoir des tout petits bras, bah juste pour le mental, c'est pas terrible quand t'es combattant. Donc bah il y avait aussi ça. Donc il alliait un petit peu ces deux-là avec sa formule magique à lui et je trouve que en fait à partir du moment où il m'a suivi, je pense que j'ai pris du gabarit justement et c'était aussi agréable pour moi, hein. Et après, sur l'alimentation, est-ce qu'à un moment, tu t'es fait un peu plus suivre ou tu as réussi à trouver, par le jeu des essais-erreurs, justement, un peu, on va dire, ce qui te convenait et avec quoi tu avais la forme? Alors, j'ai été suivi à un moment, mais en fait, ça m'a pas convenu. C'était trop. En fait, je veux pas de choses trop radicales, trop strictes. Ça me convient pas parce que j'ai aussi ma vie à côté et du coup, je pense que j'aurais pas réussi à m'y tenir. Et puis, à force, avec les années, c'est vrai que je commence à mieux me connaître. Je commence à mieux connaître mes besoins aussi et c'est vraiment en fonction de mes envies. Donc, je sais qu'à l'approche de compétition, si je fais vraiment attention, je sais que je pouvais avoir une forme assez optimum. Et puis après, voilà, j'essaie aussi, je suis pas un épicurien, mais j'essaie quand même de profiter de mes moments en famille et autres. Donc, je fais pas forcément attention. Surtout là, maintenant que je fais plus de compétition, je fais pas forcément attention. Par contre, j'essaye de maintenir un niveau de forme correct. Donc, j'essaye, voilà, des gros principes de nutrition en fait. J'essaye de manger le moins transformé possible. Je gère un petit peu mes rations de glucides. Et puis quand je sens que je commence à devenir un petit peu trop gros et que je me supporte plus trop, et ben je fais pas de régime cétogène, mais voilà, j'essaye de garder une quantité de bonne graisse suffisante. C'est là où je trouve mon apport énergétique maintenant. C'est plus là-dedans. Et puis je vire les glucides au maximum. Et puis c'est là où je rééquilibre un petit peu. Toujours avec une bonne ration de protéines. Voilà. Enfin, je suis pas nutritionniste, mais je pense que je me connais un peu, ayant fait plein d'erreurs et puis que je commence à avoir un petit peu plus d'expérience qu'avant. Voilà, c'est comme ça que je m'auto-règle.
Voilà. Ouais, parce que ce que tu dis va dans ce que je remarque aussi chez moi avec les années. On supporte, en tout cas, on tolère moins bien les glucides. On Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, profite des carrément. lipides. Ouais, je vois bien. Quand tu as commencé les compétitions de grappling, est-ce que c'était pour toi un objectif de grimper au plus haut niveau, d'être en équipe de France et d'aller titiller les meilleurs mondiaux ou pas du tout? Alors au début, j'ai commencé. Ce qui est chouette dans ce sport, c'est que tu peux t'as vite accès au haut du spectre. Tu vois, tu t'entraînes avec des gens. Moi, j'ai commencé à m'entraîner. Tu vois, Flavio, je le voyais dans des magazines, par exemple. Je me suis entraîné avec des mecs que je voyais dans les. Bon, YouTube était moins développé à l'époque, c'était plus les magazines. Mais tu vois, je m'entraînais avec des mecs que je voyais dans les magazines. Je trouvais ça dingue. J'ai fait des stages avec des mecs que je voyais dans les magazines. Voilà, et je me suis dit, bon, bah, en touchant du doigt ça et puis en jaugeant de mon niveau, je me suis dit, bah, écoute, c'est pas forcément inatteignable. Et moi, dans tous les cas, il fallait que je fasse de la compétition. J'aurais pas pu m'entraîner sans objectif. Donc, mes objectifs, c'était de gagner des compétitions. Par contre, j'avais pas d'objectif de niveau. J'avais un rêve inavouable. J'avais deux rêves inavouables qui étaient, un de porter enfin, trois même, de porter le survêt de l'équipe de France. Deux, je voulais entendre une Marseillaise sur un podium. Et trois, je voulais mettre un pied à la DCC. Euh, voilà, donc j'en ai réalisé un sur trois. J'ai pas réussi à faire médaille d'or pour entendre la Marseillaise sur le podium. Et puis j'ai jamais mis les pieds à la DCC. Je pense que pour le coup, bon, bah, voilà, je peux commencer à oublier petit à petit. Et mais c'était pas un objectif en soi. Et quand j'ai vu que j'ai touché du doigt, en fait, j'ai jamais, j'ai toujours cru que c'était le hasard. J'ai jamais cru que c'était grâce à mon travail. Voilà, je me suis toujours dit, ah bah là j'ai de la chance, ah bah là ouais, bah, j'ai gagné cette compétition-là, mais c'est parce que je suis contre qui j'ai gagné. Je pense qu'il était pas en forme aujourd'hui. Voilà, j'ai jamais peut-être trop de modestie et du coup, voilà, j'ai jamais trop cru en ce que je pouvais faire. C'est peut-être ça qui m'a emmené à ce niveau-là, c'est que du coup, à chaque fois, je me suis dit, bon bah j'ai du bol, bah j'y vais, advienne que pourra. Alors, bon bah là aussi, j'y vais, allez, c'est parti. Voilà, c'était pas un objectif en soi. Et par contre, une fois que j'y étais, je voulais vraiment performer parce qu'une fois que j'y étais, je me faisais toujours tout un monde de tout. En fait, j'avais l'impression que l'équipe de France c'était inatteignable et au final, j'ai réussi à y mettre les pieds et je suis super fier de ça. Euh, voilà, et puis j'ai été resélectionné 7 ans après. Donc il y a eu un gros changement en 7 ans. C'était pas du tout voilà, ça avait pas été du tout géré pareil. La Fédé a bien changé en 7 ans. Voilà, il y a eu beaucoup de progrès. Donc c'était assez chouette de voir les deux côtés aussi. Avec l'expérience en plus, c'était chouette. Qu'est-ce qui t'a manqué, selon toi, pour atteindre tes deux autres rêves inavouables? Je rappelle par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que tu étais sportif de haut niveau, entre guillemets, mais pas professionnel, donc que tu travaillais à côté. Donc, est-ce que ça, Ouais, pour toi, ça fait partie justement des contraintes qui étaient trop importantes pour te permettre d'atteindre tes deux autres rêves? ouais, clairement, clairement. Si j'avais eu cette opportunité, alors peut-être que je me suis pas donné les moyens non plus. Hein. Tu sais, c'est le moment où tu te construis aussi, où tu construis ta famille, et faut faire des choix aussi professionnels. Moi, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je peux pas tout tenter voilà, je veux pas tenter le tout pour le tout. Donc peut-être que si moi je m'étais plongé à fond là-dedans, j'aurais peut-être réussi à avoir des sponsors, réussi à avoir d'autres choses et j'aurais pu être 100% dédié à ça. C'est pas le cas. Moi, j'ai toujours eu un travail à côté. Je me suis occupé de ma famille, je me suis marié. Enfin voilà, donc c'était pas ma priorité. Par contre, j'ai toujours mis beaucoup de moyens là-dedans. Ma femme m'a toujours dit que c'est vrai que pendant longtemps, je pensais grappling, je dormais grappling, je pensais qu'à ça tout le temps en fait. Dès que je m'enlevais, c'était en vue d'être performant. Enfin voilà, tout ce que je faisais, c'était en vue d'être performant. Je sortais pas quand il y avait quand mes amis faisaient des trucs, souvent j'étais pas là. Des dîners en famille, j'étais pas là parce que j'avais une compétition, parce qu'il fallait pas que je mange, parce qu'il fallait. Enfin voilà. Donc j'ai fait beaucoup de concessions. Ma femme a fait énormément de concessions. Euh, pour au final, même si j'ai réussi à avoir deux, trois médailles sympas, voilà, c'est un sport qui est pas reconnu. Tout le monde s'en fout un peu. Moi, quand je rentre des championnats du monde avec
avec ma médaille d'argent, je suis ultra content. Je reviens, j'ai l'impression qu'on va m'attendre à l'aéroport avec une aide d'honneur, qu'on va me faire descendre en bus les Champs-Élysées et tout. Ça, c'est dans ma tête, tu vois. Et en fait, j'arrive, bah, tout le monde s'en fout. Je prends mon RER, je rentre chez moi et ma femme est super contente et c'est tout, quoi. Mes proches sont contents, ça dure 2 jours et puis moi, j'y pense. Tu sais, comme quand tu reviens d'une colo ou d'un voyage, d'un super voyage, t'as du mal à redescendre. Bah, moi, c'était comme ça. J'ai du mal à redescendre pendant une semaine ou deux et puis voilà, après on passe à autre chose et puis il faut repartir sur la prochaine compétition. Donc voilà, j'ai souffert de ce sport méconnu et c'est vrai que si j'avais été pro là-dedans, je pense que j'aurais pu. Alors mon deuxième rêve, c'est juste que j'ai pas été bon à l'instant T, pas été assez bon en tout cas à l'instant T pour entendre la Marseillaise sur le podium. Voilà, j'aurais pu faire premier si j'avais. En vrai, une compétition, ça se joue à plein de choses, hein. Mais donc c'était pas inatteignable à ces moments-là. Par contre, la DCC, ouais, ça demande vraiment ça demande enfin, voilà, un investissement en coaching. Ça demande vraiment trop de sacrifices et j'aurais pas été capable de le faire et ça demande beaucoup de professionnalisme et j'ai jamais été professionnel. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui manque. Et dans le sport en général en France, hein, il y a plein de sports comme ça. Je reviens sur un truc que tu as dit parce que j'ai écouté récemment, je sais plus quel podcast, hein, j'en écoute plein. Et la personne interviewée disait que pareil, elle avait eu une médaille mondiale. Et en fait, elle rentre chez elle. Et comme toi, tu sais, elle se disait, ah putain, ça va être génial, tout ça, je vais pouvoir partager ce truc-là. Et en fait, elle se rend compte qu'elle rentre chez elle, bah, comme toi, elle partage ça avec ses très proches. Mais en fait, que bah, ça n'a pas la même saveur que si elle avait partagé ça avec plus de personnes. Et pour elle, c'était un peu le facteur limitant. Alors toi, tu as construit toute ta famille, tu as construit ta famille en même temps, tu as construit ta carrière professionnelle, on va y revenir un petit peu après. Mais c'est vrai que quand tu fais une activité pour être le meilleur, on est toujours très égocentrique. Il faut vraiment penser à soi, à soi, à soi, à soi. Et finalement, c'est pas si épanouissant quand on a le résultat que si on avait tout l'environnement. J'imagine quand même que tu as partagé ça avec tes partenaires d'entraînement. Donc, Ouais, bien sûr. il y avait quand même ça. À un moment, j'ai pu voir aussi que tu avais monté ton club de grappling. Est-ce que Ouais. ça, c'était justement peut-être dans cette optique d'essayer d'en vivre un peu plus et d'avoir plus de temps pour s'entraîner, d'avoir des meilleures conditions? C'était pas vraiment. Alors, par contre, meilleures conditions, oui, c'était pas forcément pour vivre de ça. C'était plus pour avoir parce que je commençais à en avoir marre des allers-retours parce que je faisais, tu sais, en fait, après, donc je m'entraînais le matin, je faisais ma prépa le matin. À cette époque-là, je travaillais la journée, j'allais m'entraîner à Nanterre le soir. Je faisais, j'avais peut-être 1 heure et demie porte à porte de transport avant l'entraînement. Donc bien souvent, je dormais. Là, je faisais une petite sieste dans le RER. Et au retour, j'en avais porte à porte pour 1h45, donc je mangeais, et puis je dormais ou je faisais de la paperasse ou je remplissais des trucs. Voilà. J'essayais d'optimiser mon temps. Et en fait, j'ai monté mon club bah, pour avoir un peu un pied-à-terre grappling pas loin de chez moi, à la base. Et puis commencer à transmettre parce que je pensais aussi à l'après. Je me suis dit, le jour où moi j'arrête de faire de la compétition, j'aimerais bien. Puis je savais, tu vois, je le crois encore, hein. Je sais que c'est un sport qui a de l'avenir. Euh, je- je- j'ai entendu parler qu'il travaillait pendant un moment pour que ça entre en troisième style de lutte aux Jeux Olympiques, qui est donc la lutte libre, la lutte gréco, et qui voulait qu'il y ait le grappling en troisième style de lutte. Donc pour moi, ça finira par arriver soit ça, soit le jiu-jitsu brésilien via la Fédé du judo. Donc il y aura un des deux sports qui finira par intégrer les JO. Voilà, c'était aussi un rêve inavouable de pouvoir mettre les pieds là-bas, donc ça aurait été chouette. Puis je voulais transmettre en fait. Donc c'était vraiment pour transmettre et puis avoir un truc pas loin de chez moi et pouvoir voilà un autre lieu d'entraînement où j'étais pas obligé de faire 3 heures de route pour aller m'entraîner quoi en gros. Et C'est tout ça. combien de temps a duré cette aventure de club? Parce que j'ai compris que tu l'avais fermé. Ouais, 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 je l'ai fermé parce que j'ai changé de boulot, j'ai changé complètement d'univers. Je me suis mis du coup à bosser en soirée, la nuit, et du coup j'avais pas, ça a duré peut-être 3 ans, 3 ou 4 ans, on va dire 3 ans. Et voilà, c'était un petit club, hein, pas loin de chez moi, et c'est plus, bah, j'avais pas formé assez de jeunes. Enfin voilà, personne pouvait m'épauler en fait dans la suite. Et je pouvais pas m'investir à fond dans le club, donc du coup j'ai fini par le fermer. Et voilà, parce que je pouvais plus m'en occuper. Je reviens sur l'ADCC, donc ton troisième rêve inavouable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Ouais. accéder à cette compétition? Alors pour y accéder, il y a donc c'est une compétition qui a lieu tous les 2 ans.
Elle a beaucoup évolué aussi avec le temps, mais là, en ce moment, c'est donc, ça a toujours été tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et pour y accéder, tu as 16 participants par catégorie. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que tu as moins de 66, moins de 77, moins de 88, moins de 99 et plus de 99. Euh, tu as 16 participants par catégorie, tu as 8 invités et 8 qualifiés. Donc les 8 qualifiés, t'as 2 qualifiés euh, Amérique du Nord, 2 qualifiés Amérique du Sud, si je me gourre pas, 2 qualifiés Europe et 2 qualifiés Asie. Europe, Afrique et 2 qualifiés Asie. Voilà, donc ça te fait 16 combattants par catégorie. Donc les qualifications durent 2 ans. Voilà, donc c'est des tournois qualificatifs. Enfin, tu as 2 tournois qualificatifs avant la DCC et puis le gagnant de chaque tournoi, le premier. Donc là, le premier en Europe se qualifie. Donc tu as une qualification en octobre, je crois, et une en avril. Donc le premier d'octobre se qualifie dans sa KT. Le premier d'avril se qualifie dans sa KT. Et c'est pareil sur les autres continents. Donc, ça te donne ton Ah tournoi à ouais. 16 combattants. Et en général, les 8 invités, c'est soit le dernier champion du monde IBJJF. Donc ils prennent dans d'autres aussi dans d'autres fédérations. Tu vois, donc le dernier championnat du monde IBJJF ou un Hall of Fame de la DCC. Ils vont prendre un combattant de MMA qui a un style très grappling. Voilà, donc c'est devenu très spectacle. C'est super chouette, franchement, à regarder. C'est énorme. Il y a un gros budget. Voilà, c'est vraiment un spectacle de ouf. Il y a un vrai niveau. Ça n'a rien à voir avec les championnats du monde. C'est bien au-dessus euh, par rapport au niveau. Et puis tu as aussi les. Je veux pas te dire de bêtises parce que je suis pas pro de tous ces trucs-là, mais je crois que c'est donc à la DCC, chaque personne qui ira sur le podium, donc dans les 3 premiers, ils sont tous voués à participer à l'absolute. L'absolute, c'est toute catégorie de poids confondue. Et du coup, à la fin, il faut refondre un tournoi euh, avec les trois gagnants de chaque catégorie de poids. Ils font un tournoi et ça, c'est l'absolute. Et donc, t'as aussi un gagnant absolu à la fin de la DCC. Ouais, c'est Bloodsport, quoi. Ouais, franchement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et quand t'as regardé, tu vois, quand tu viens de cette génération 80-90 et que t'as regardé tous les Van Damme, les trucs Rocky et tout, bah, t'as envie de faire ça. Et c'est vrai que ouais, ça me faisait un peu penser à d'autres sports. Je trouvais ça génial. J'aurais adoré y aller. Il y a quelques Français qui ont mis les pieds, qui ont réussi à se qualifier et certains qui ont été invités aussi. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière sportive de haut niveau? Pardon? Qui fait Qu'est-ce- que j'arrête? Ouais, ta carrière sportive de haut niveau. J'ai toujours voulu, je me suis voilé la face longtemps. J'ai toujours cru que je pouvais performer. J'ai voulu arrêter une première fois. Et j'ai toujours, même quand je voulais arrêter, je me suis dit que pour pouvoir continuer à m'entraîner, il fallait que j'ai un petit objectif de compétition quand même. En fait, il me faut un objectif. Si j'ai pas d'objectif, j'arrive pas à m'entraîner. Enfin, je vois pas l'utilité en fait de m'entraîner. Et donc, pour pouvoir continuer à m'entraîner, il me fallait des petits objectifs. Donc, je me fixais quelques compétitions par-ci par-là. Et du coup, j'ai, sans le vouloir, réussi à me qualifier une nouvelle fois en équipe de France. Euh, J'étais pas super en forme. Je me suis dit que je voulais faire mieux que 7 ans avant. Je voulais faire mieux que les médailles que j'avais faites. Bon, j'ai pas réussi. Donc, voilà, donc mes derniers championnats du monde datent d'il y a 1 mois et demi maintenant. Et, euh, et voilà, et suite à ça, en fait, je voulais arrêter avant. J'y suis retourné parce que voilà, je gardais un pied dans la compétition et j'ai été sélectionné, donc c'était super chouette. Donc je me suis remis ça en objectif. Et puis depuis les derniers championnats du monde, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai plus vraiment le temps à me consacrer. Enfin, j'ai plus assez de temps à me consacrer à l'entraînement. Et puis je commence à vieillir un petit peu. Je paye un peu toutes les blessures que j'ai eues sur si je peux appeler ça comme ça, ma carrière sportive. Je paye toutes les blessures. Là, j'ai beaucoup de douleurs. Voilà, on m'avait prévenu, on m'avait dit à 30 ans, tu vas voir, ça va être plus chaud. Et c'est vrai que déjà à 30 ans, je le sentais. Et puis là, je commence à sentir toutes mes blessures qui se réveillent le matin. Quand je me lève comme un grand-père. Vraiment, je boitille, je marche tout doucement. Bon, sur les 2-3 premières minutes, le temps que mon corps se réveille. Donc, ouais, c'est assez. Voilà, je me plains pas non plus, hein. Mais
je pense que je commence à payer cet excès de sport, hein, parce que je m'entraînais vraiment beaucoup. Et puis voilà. Par contre, je continue à m'entraîner en grappling, moins, beaucoup moins, mais je continue parce que j'essaie de garder mes autres objectifs en tête et c'est toujours lié au grappling, donc je continue à m'entraîner. Puis je veux transmettre un peu, tu vois, j'aimerais bien que mes transmettre un peu à mes enfants, je veux continuer à transmettre, donc c'est pour ça que tu vois, même quand j'ai des combattants de MMA qui me sollicitent pour que je leur file un coup de main, bah, ça me fait super plaisir. Déjà, ça me fait super plaisir qu'on me sollicite parce que ça veut dire qu'on reconnaît encore mon niveau. Et je suis encore au niveau. Et puis, du coup, je file un coup de main. Voilà. C'est plus là-dedans que je m'épanouis maintenant. Je trouve mon rythme comme ça. J'aimerais avoir ton retour sur l'INSEP. Tu disais au début, voilà, tu n'étais pas convoqué à l'INSEP et après, avec l'équipe de France de grappling, vous avez été à l'INSEP. Moi, j'y vais pour donner des cours en CQP actuellement. Et Ouais. allez, je me lance un peu. Mais j'ai été un peu déçu de ce que j'ai pu voir, tu vois, comparativement à ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à des choses exceptionnelles et je trouve pas ça transcendant. Tu vois, je me dis bon, si j'étais vraiment motivé à faire un centre de haut niveau, entre guillemets, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire en mieux, notamment dans le choix des machines ou même dans certains trucs. Je vois par exemple, il y a plein de salles de muscu et je trouve qu'il y a beaucoup de machines des fois qui servent absolument à que dalle. Toi, comment tu as vécu ton passage à l'INSEP, tes rassemblements? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais? Ah, franchement, oui, parce que moi, j'ai été que sur le pôle de lutte, tu vois. Donc, c'était une salle énorme. Ça faisait un peu mythique, en fait. Donc, moi, j'y allais un peu, pas en spectateur, mais Donc la salle de lutte, c'est celle qui a la salle de muscu de lutte, tu veux dire, ou vraiment la salle de lutte? non, non, la salle de lutte qui est tout au fond de l'INSEP sur la gauche. C'est là où il y a Euh, le judo? je sais pas si c'est, non, Non, je c'est une autre pourrais parce pas que te dire. je vois la salle. Je pense pas parce que c'est vraiment des tapis de lutte. Ok. Et je crois que t'as du ping-pong en bas ou je sais pas quoi. Je me Ah ouais, souviens plus exactement. bon, ouais, je vois pas trop où c'est, mais ouais. Et donc là, c'était vraiment comme tu t'y attendais en mieux, alors? Ouais, franchement, la structure, bon, en mieux, je sais pas, mais c'était très grand en fait. Ça faisait un peu majestueux, je trouve. Moi, pour m'être entraîné dans plein de petites salles dans Paris et tout, je trouvais ça ouais assez grand. Le fait d'être à l'INSEP déjà, en fait, tu sais, par rapport à ma première sélection où j'étais vraiment dans la perf, je voulais pas me louper. C'était une grande chance pour moi d'être en équipe de France, donc fallait. Et là, en fait, il y a un an et demi là, c'était plus, je profitais de l'instant présent. Alors, je voulais gagner, hein. D'accord, j'y allais pas pour rien non plus, j'étais plus, je voulais kiffer quand même. Donc je profitais, je me suis bien entraîné. Bon, après on a été au sauna en dessous. Voilà, je trouvais ça plutôt bien équipé sur l'endroit où j'étais. C'était pas trop mal équipé. Après j'ai pas vu les salles de muscu, on s'est pas entraîné, vraiment, on n'a pas fait de gros stages là-bas avec muscu et autres. Donc pour le coup, je peux pas me prononcer là-dessus. Ok, bon, bah ça va. Euh, je viens un peu sur ta carrière professionnelle rapidement. Qu'est-ce que tu as fait toi comme études à côté de cette pratique débordante du grappling? Alors moi j'ai juste un bac scientifique, c'est tout. Et voilà, j'ai pas fait d'études. Qu'est-ce que tu faisais comme travail alors au début de ta carrière en grappling? Je travaillais dans le commerce. J'étais dans le commerce, donc ça me permettait de gérer mes horaires, de gérer mes équipes. Enfin, j'étais cadre. Du coup, ça me permettait de moins organiser mes journées comme je le sentais. Donc, ça me permettait de faire mes 2 entraînements par jour et d'avoir mon temps libre le week-end pour pouvoir aller en compétition. Voilà. Bah, parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, sans citer de nom, tu aides à la formation d'autorités, on va dire des autorités comme ça, pour rester au sens large. Donc en les formant justement dans une sorte de méthodologie que tu as codifiée, que tu as créée. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette méthodologie, comment ça s'appelle et comment tu l'organises? Ouais, tout à fait. Donc là, bah, après, voilà, donc pendant ma carrière de grappling, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la sécurité, milieu police. Et, euh, et donc, par la force des choses, je me suis rendu compte que le grappling m'était utile quotidiennement. Voilà, je parlais avec des amis policiers, des amis gendarmes, ils me demandaient deux, trois conseils sur des interventions. Ils me disaient, ah ouais, là, on a réussi à l'interpeller, mais à tel moment, j'avais son bras. Et puis, là, tu vois, il a fait ça, je savais pas trop quoi faire. Ouais, il me demandait des conseils par-ci, par-là. Donc, je donnais des conseils, ouais, je réfléchissais. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que bah, ça pouvait être utile à plein de monde.
Donc du coup, j'ai commencé à mettre un petit peu de méthode là-dedans. J'ai hiérarchisé les techniques. J'ai essayé de faire un petit peu le ménage dans des techniques qui étaient très utiles dans le milieu sportif, mais peut-être un peu moins opérationnellement parlant. Et j'ai créé une méthode du coup qui s'appelle grappling opérationnel adapté. J'ai créé ça fin 2019. J'ai eu la bonne idée de le lancer juste avant le Covid. Donc, du coup, au début, ça a été ça a été un petit peu long à démarrer. Mais et voilà, en fait, elle est 100% dédiée, enfin même plus maintenant, mais à la base, elle était 100% dédiée aux forces de l'ordre pour leur donner un tout petit outil en plus de tous ceux qui pratiquent déjà et tous ceux qui sont déjà à leur disposition pour les aider à maîtriser un individu un petit peu plus efficacement. Euh, donc en binôme, soit au mur, soit au sol, en limitant au maximum l'usage de percussions. Parce que voilà, bon, je me suis aussi rendu compte avec tout ce qui se passe en ce moment, les médias et autres, que des fois il y avait des choses qui étaient pas, des pratiques qui étaient pas qui sortait un petit peu du cadre et que je déplore aussi. Donc du coup, je voulais apporter ma patte, essayer de tendre vers un travail un petit peu plus professionnel, plus certain. Et puis voilà, donc voilà, j'ai pas de prétention d'apprendre le métier à ceux pour qui j'interviens, mais juste leur donner un petit outil en plus. Et il est pour l'instant assez bien reçu. C'est vrai que j'ai de la chance de tu vois, encore une fois, je dis j'ai la chance, c'est mon travail aussi, donc c'est aussi grâce à ce que je fais et à ce que je propose, mais j'estime que c'est aussi une chance d'intervenir pour des groupes d'intervention assez prestigieux. Bon, un groupe que je ne peux pas nommer, qui travaille, qui j'échange très très régulièrement. Je travaille aussi pour des BRI, les IRIS, le groupe d'intervention de la pénitentiaire, qui m'a sollicité. J'ai aussi et voilà, ça c'est le haut du spectre, mais il y a aussi, je travaille aussi avec des polices municipales. Je travaille avec des boîtes de sécurité qui du coup estiment que j'ai une petite chose à apporter sur un instant de leur intervention. Et donc si ça peut les aider, j'en suis plus heureux. Après, je tends maintenant aussi j'ai eu pas mal de demandes de pompiers parce que des fois ils ont besoin de maîtriser des gens qui peuvent être dans un état second. J'ai des demandes de du milieu de l'aérien, des gens qui sont formés sécurité, tu sais, dans les avions, qui ont des fois besoin de maîtriser un passager qui serait pris de folie. Donc, ma méthode est complètement adaptée à ça. Le milieu psy aussi, hospitalier. Voilà, donc il y a plein de milieux en fait, je me rendais pas compte, mais qui ont besoin des fois d'avoir physiquement à maîtriser quelqu'un sans le blesser. C'est aussi ça qui est important. Donc voilà, ma méthode tend à s'élargir maintenant, mais à l'origine, c'est vrai qu'elle était 100% dédiée aux forces de l'ordre. Voilà. Et est-ce que c'est ton travail aujourd'hui, ça? Ou est-ce que tu fais autre chose à côté? Alors non, ouais, c'est une partie de mon travail. Je fais pas que ça, mais c'est une partie de mon travail. Maintenant, je fais beaucoup d'instruction et je propose. Alors j'interviens direct dans les unités. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et je propose aussi à côté de ça parce que j'ai été sollicité par plein de policiers et de gendarmes en leur nom propre. Donc je propose aussi maintenant 4 stages par an qui ont lieu au Maccabi à Paris. 4 stages par an où c'est des stages ouverts où je donne où je dispense les fondamentaux de la méthode Goa, toutes les forces de l'ordre, mais en leur nom propre en fait. Par exemple, si leur service ne veut pas forcément que je me déplace chez eux et pour instruire à tout le service, il peut y avoir un policier qui se déplace lui-même au Maccabi. Voilà, je fais ça 4 fois par an. Pour l'instant, j'ai trouvé mon rythme là-dedans et je trouve ça plutôt chouette. J'ai fait grossir l'équipe cette année. Là, on est passé. À la base, j'ai commencé tout seul avec. Seb m'avait filé un coup de main tout au début. Après, j'ai eu un- mon binôme qui m'avait filé un coup de main aussi. Et puis là, j'ai étoffé l'équipe. J'ai maintenant des vrais professionnels qui m'ont rejoint. Là, on est 5 désormais. Il y a moi en instructeur, j'ai 3 moniteurs et un aide-moniteur. Euh, et mes 3 moniteurs, c'est des gens qui travaillent déjà dans le milieu police, gendarmerie, en groupe d'intervention, qui ont une grosse expérience, qui sont aussi instructeurs. Donc voilà, j'essaye de bien m'entourer pour avoir une légitimité, pour savoir de quoi je parle. Alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début parce qu'on m'a mis un peu dans le même sac que des gens qui étaient pas, voilà, qui pensaient avoir la science infuse et pensaient apprendre, voilà, avoir une méthode révolutionnaire. Moi, il y a rien de révolutionnaire, c'est juste un outil. Je suis assez conscient de ce que je propose
Et au final, c'est plutôt bien reçu, donc je suis assez content de ça. On citera pas de nom. Non, je donne pas de nom. Alors, j'ai une dernière question un peu à la con. Ouais. Donc, tu as fait du grappling à haut niveau, tout ça. Tu as grandi avec l'UFC. Et pourtant, Ouais. t'as pas fait de MMA. T'as pas fait toute cette partie striking. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas fait? Et ben, pour tout dire, tu sais, quand ce fameux pote Jonathan, pour ne pas le nommer, quand il me propose d'aller faire du MMA ce fameux samedi soir et que j'y vais le lendemain matin, moi, je voulais faire du MMA en fait. Et je me suis tellement pris d'affection pour le grappling que je me suis dit, bon, écoute, j'ai adoré ça et je me suis dit, bon, je pense que c'est vraiment la distance sur laquelle il faut que j'excelle. Et j'avais dans un coin de la tête d'aller en grappling. Et je me suis dit, le jour où j'arrive à être champion du monde, je me mets au MMA. Bon, bah, écoute, j'ai fait médaille de bronze au championnat du monde, donc je me suis jamais mis au MMA. Mais du coup, ouais, je participe. Enfin, tu vois, je boxe un peu pour le boulot, pour m'amuser un peu. Je, je boxe des fois. Enfin voilà, je fais un peu de MMA avec les, voilà, avec certains combattants. Mais c'est pas mon sport. C'est trop. En fait, je suis tellement perfectionniste que en fait, déjà, le grappling, pour tout maîtriser, ça demande des années et des années. Et en MMA, tu as encore d'autres distances. Je pense que pour être vraiment complet, c'est compliqué. Et moi, je pourrais pas partir avec des outils pas affûtés en combat. Je trouve qu'il faut être dingue pour le faire. Il y a assez de dingues ici qui le font. Ils s'en sortent très bien. Mais je pense que j'aurais pas pu. Et tu suis toujours le MMA, justement, tout ce qui est Ares, UFC, Bellator, tout ça? Ouais, PFL? ouais, alors je suis d'un peu plus loin qu'avant parce que j'étais un vrai passionné avant. Avant, j'étais vraiment boulimique de ça. Je connaissais tous les noms, tous les palmarès, toutes les catégories de poids et tout. Maintenant, je suis d'un peu plus loin, mais ouais, je suis toujours, évidemment. Ça me passionne toujours, hein. Après, voilà. Avant, je me levais la nuit pour regarder les combats. Maintenant, je les regarde le lendemain matin, voire je regarde que les résultats. Bon, alors est-ce qu'on fait un petit jeu pour conclure? Donc là, au moment où on fait le podcast, ça va sortir avant le combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Ouais. Est-ce que tu veux faire un petit prono? Ah ouais. Euh, je vois, euh, je vois victoire de Benoît au premier, alors j'ai deux pronos, soit au premier par KO, soit au second par soumission. Ok, tu le vois finir Voilà. au sol alors. Je le vois finir en fait. Je le vois vraiment finir. Ouais, et puis alors Benoît, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Je connais un peu sa femme parce que justement elle est venue à un de mes stages Goa tout au début, parce qu'elle travaillait dans ce milieu-là. Je connais Benoît par réseau interposé. Pareil pour son coach Daniel Vorin, qui à mon sens est le meilleur coach de MMA qu'on ait maintenant en France là, hein, sur le territoire. Vraiment pour moi c'est le meilleur coach de MMA. Bref, et Benoît, je pense, il est déjà ultra bon. Il a un mental d'acier et je pense qu'il est même pas encore à son paroxysme. Je pense que vraiment, il a encore plein de choses à bosser dans les trois domaines. En fait, il les fait à chaque fois. Je trouve qu'à chaque combat, il a progressé dans les trois domaines. Donc, je sais pas comment Daniel Voirin voit les choses, mais je pense que en fait, il se focalise pas sur les adversaires de Benoît. Je pense qu'il se focalise sur la progression de Benoît. Et, euh, Et pour moi, là, il est pas encore au maximum, quoi. Donc, je pense que dans 2 ans, dans 2, 3 ans, je pense que là, il sera à son summum. Mais voilà, c'est dire, parce que déjà maintenant, moi, je le trouve incroyable. Ouais, je pense que dans 2, 3 ans, on entendra parler que lui. Déjà, on entend parler que lui. Donc, je le vois gagner. Après, voilà, ça reste du MMA, ça reste du sport, donc ça reste un sport d'opposition en plus, donc c'est jamais gagné d'avance, hein. Poirier peut gagner aussi, mais d'ailleurs il est très certainement favori. Mais c'est vrai que moi je vois Benoît s'imposer. Et j'arrive au bout de mes questions. Wendy, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Eh ben non, aucune. Je m'attendais à tout, donc ouais, 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 c'est ce que tu m'avais dit, mais bah, tout abordé. on a bien déroulé. J'ai eu pas mal de. Enfin, j'ai eu les réponses aux questions que je me posais. Donc c'est plutôt cool. Et puis, est-ce que tu es toujours en région parisienne? Ouais, 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 toujours. Tu es toujours dans le 77? Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, si et t'es toujours vers Disney?
Ouais, je suis toujours vers Disney. Ah bon, bah, si je repasse voir mes parents, je te biperai Eh alors. ben, avec plaisir, ouais, sans On problème. ira à Disney Village au Annette Burger. Ça marche. Et bah ça roule. Et bah, si, un dernier truc, s'il y a des gens qui veulent te contacter, qu'ils ont bien aimé le podcast, ils ont des petites questions, ou ils veulent participer à des stages, c'est quoi le plus simple pour te contacter? Eh ben, alors, j'ai ma page personnelle Wendy underscore Kohili, Kohili. Donc ça, c'est ma page, mon ancienne page sportive, qui est pas très développée. Je suis pas très réseaux sociaux, mais je suis obligé de le faire. Et j'ai ma page du coup pro Goa, enfin du coup Grap Hop, GRA2P underscore OP. Donc grappling opérationnel adapté. Et c'est la page où je propose voilà, quelques petites vidéos pour essayer de faire vivre un petit peu le Goa, ma méthode. Et là où il y a le lien pour s'inscrire au stage, voilà. Ou même s'il y a des gens d'administration qui pensent avoir besoin de cette méthode, qui n'hésitent pas à me contacter là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Et bah super. Et bah merci Wendy de ton temps. C'était un plaisir et peut-être à bientôt. Et bah ouais, merci à toi Rudy, bonne journée. À Salut à bientôt. tous. Bah tu me dis si tu veux aller manger un burger. Je te dirai, C'est ça au courant. marche. Salut. Merci. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.